Bonjour, merci à vous d'être présents pour cette première conférence donc, du nouveau cycle organisé par le Comité d'histoire de la ville de Paris au Petit Palais sur les Parisiens venus d'ailleurs, donc exilés, proscrits, réfugiés dans la vie politique de 1814 à 1914. Donc ils aient choisi Paris ou qu'ils aient été contraints à venir. Tous ces étrangers ont participé, contribué à la vie politique de la capitale dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les conférences donc, commencent aujourd'hui jusqu'au 1er février, a priori, vous le voyez sur le programme, pour les vendredis 25 janvier et 1er février. Donc, nous aurons normalement une conférence sur les réfugiés espagnols et sur la répression des anarchistes. Donc, le programme se complétera dans un deuxième temps. Donc, je suis très contente aujourd'hui d'accueillir Sylvie April, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Nanterre, qui travaille sur la vie politique, notamment sur les révolutions, et puis aussi sur les migrations, les réfugiés, les proscrits, et donc qui était parfaitement à la pointe de notre sujet pour débuter ce cycle. Et donc je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Marie-Agnès. Je remercie le Petit Palais, donc Comité de l'histoire de la ville de Paris, de m'avoir invité pour vous présenter donc cette conférence sur donc ce que j'ai intitulé le Printemps des peuples à Paris 1848-1851, ce qui correspond aussi bien sûr du point de vue de la vie politique française à la Seconde République, mais comme nous allons parler beaucoup d'Europe, j'ai préféré donc l'intituler le Printemps des peuples. Je commencerai juste cette introduction par une image assez classique qu'on voit très souvent, donc représentant ce printemps des peuples. Donc, une lithographie attribuée à Frédéric Soriot, dont on sait maintenant qu'il est en fait, cette lithographie, l'œuvre surtout donc d'une femme, Marie-Cécile Goldschmidt, La République donc universelle, où l'on voit donc passer devant une statue donc de la République, la France qui vient de passer avec son drapeau, et puis tous les autres peuples donc non encore unifiés, qui donc vont eux aussi donc peu à peu prendre ce chemin donc de la République démocratique et sociale. Avec, vous le voyez donc au premier plan, toutes les couronnes, tous les actes royaux donc qui ont été brisés, détruits. Voilà. Donc ça, c'est une image évidemment assez forte, assez classique donc de ce printemps 1848, appelé donc, je vais trop vite. Voilà, appelé donc Printemps des peuples. Alors ce qu'on appelle donc un chrononyme en histoire, simplement donc cette idée de régénération, de saison, une saison donc qui durerait bien sûr donc de mars à juin essentiellement, enfin de février à juin, donc un long printemps, dont on peut aussi considérer qu'il dure plusieurs années, parce que ces mouvements, vous allez le voir, sont des mouvements assez complexes. Il n'y a pas une chronologie évidemment ce serait trop commode de toute l'Europe. Donc, on peut considérer que de 1848 à 1851, donc, nous sommes dans ce printemps, dans ce mouvement donc d'aspiration, d'espoir, et puis on le verra aussi de reflux, dans lequel donc vont se trouver impliqués des révolutionnaires français, des républicains, mais aussi bien sûr des Européens et des exilés, souvent, donc, qui avaient choisi ou qui avaient surtout été contraints par leur choix, donc, de quitter leur pays et de se rendre, donc, à Paris, ville, capitale, en quelque sorte, de cet exil durant la première moitié du 19e siècle. Donc, juste, donc, une carte, que je vais pas avoir le temps de commenter, mais simplement, la carte vous montre déjà, par la multiplicité des flèches, en quelque sorte, donc, la mobilité aussi, donc, de ces révolutionnaires et de ces révolutions dont on fait souvent partir, en fait, souvent partir toute la révolution, tous les mouvements donc de ce printemps des peuples de Paris. En réalité, nous sommes un petit peu franco-centrés. Tout commence, si on veut vraiment dater tout de début de 1848, tout commence plutôt en Italie et Paris. Donc, c'est l'étincelle et c'est véritablement évidemment ce qui va enclencher les espoirs donc dans toute l'Europe et surtout l'Europe du Nord et
et orientale, mais vous voyez donc il y a des mouvements variés, des reflux qui font donc de cette période donc une période tout à fait passionnante et passionnée, nous allons le voir. Il y a des pays qui sont restés en grisé, donc qui ne sont beaucoup moins impliqués dans ces révolutions et dans ce printemps des peuples. Il faudrait néanmoins être un petit peu nuancé par rapport à cette carte. Il y a des événements aussi qui se passent au moins en Espagne. Nous en sommes maintenant donc assurés. Alors, on va résumer rapidement les principaux événements, très vite. Donc, pour la France et pour Paris, donc, la Révolution commence en février, sur 3 journées, 22, 23, 24 février, qui donc entraîne la fin donc de la monarchie de Juillet et l'instauration donc de la République et surtout donc la mise en place d'un gouvernement provisoire. À ces journées donc de février vont succéder toute une série de journées de manifestations révolutionnaires. Je n'ai cité que celle du 15 mai parce que c'est celle qui est en rapport le plus avec notre programme de la journée. C'est donc l'invasion de l'Assemblée nationale pour soutenir donc la Pologne en lutte et la Pologne qui espère dans ce contexte donc trouver son indépendance. Deuxième moment révolutionnaire à Paris, du 23 au 26 juin, c'est ce qu'on appelle la seconde révolution parisienne, qui a lieu donc dans un climat de tension sociale assez fort, lié à la fermeture donc des ateliers nationaux qui avaient été mis en place pour secourir les ouvriers donc qui étaient au chômage dans cette période donc de troubles. J'ai rajouté une journée révolutionnaire encore, la dernière de cette période pour Paris, c'est le 13 juin 1849. Cette journée est beaucoup moins connue, c'est une révolution vraiment qui avorte en quelque sorte. C'est une manifestation qui a lieu contre l'expédition de Rome, c'est-à-dire contre cette présence française qui au départ devait aider la République italienne, la République romaine, pardon, et qui finalement donc va servir plutôt donc à s'opposer à cette République romaine et à remettre donc le pape sur son trône et donc reprendre possession de ses États. Donc voilà, donc ce sont ces principales journées révolutionnaires donc qui vont bien sûr donc voir à la fois des événements à Paris, des événements en province, bien sûr, ne l'oublions pas, et puis qui vont aussi favoriser le développement de ces relations entre les exilés, les proscrits, les réfugiés et les républicains parisiens. Alors, les événements, évidemment, en Europe sont aussi nombreux. Petite sélection rapide, très rapide. Donc, 3 janvier 1848, comme je vous le disais, il y a des heurts à Milan entre la police et les habitants. Il y a, et surtout les habitants, mais aussi bien sûr avec les Autrichiens, hein, qui, alors, à ce moment-là, donc, occupent cette partie de l'Italie. Il y a le 12 janvier une insurrection à Palerme, en Sicile. Le 13 mars, c'est à Vienne hein, que l'on voit des barricades, et le 18 mars, la révolution donc est à Berlin. Donc une Europe qui est une Europe donc elle aussi en insurrection, en révolution durant donc cette année 1848. Il y a aussi des secondes vagues révolutionnaires, hein, un mouvement, vous l'avez vu avec la carte, assez complexe. Donc le printemps 49 est encore un printemps révolutionnaire avec des mouvements démocratiques et radicaux et des développements de revendications populaires qui voient notamment la proclamation de la République, non seulement donc à Paris, hein, mais aussi donc en Allemagne et à Rome, comme je vous le disais. Donc, cette nouvelle vague démocratique et révolutionnaire, ces proclamations de république qui ont entraîné le départ des rois et des empereurs, vont en réalité aboutir à partir de l'été 1849, et ce finalement jusqu'en 1851, à une nouvelle vague de répression. Répression donc notamment menée par la France à Rome. Donc, nous allons voir ces exilés circuler, arriver à Paris, repartir pour faire la révolution dans leur pays, revenir en France et puis parfois aussi repartir et on le verra donc à la fin de cette période souvent partir pour d'autres destinations d'exil que la France qui devient de plus en plus inhospitalière donc pour ces proscrits. Ils vont se rendre à Londres et souvent aussi aux États-Unis. Donc voyons un petit peu ce que sont ces
Ces exilés, ils sont donc à Paris, hein, et le poète Heine donc a qualifié Paris donc de ce pays où l'on chante du matin au soir la Marseillaise. Ce sont donc des proscrits qui sont arrivés contraints, forcés, qui ont fui leur pays, qui l'ont fait aussi, on le verra volontairement, qui ont aussi, ça c'est important, un statut de réfugié qui existe depuis 1832 et qui donc est un statut pour tous ceux, je cite, qui sont sans passeport, qui sont éloignés de leur pays pour une cause politique et qui reçoivent hospitalité et secours. Car avoir un statut de réfugié à partir des années 1832, c'est essentiellement aussi avoir donc le droit à des secours financiers. On a le droit donc à des secours, on a le droit d'être aidé. Alors, c'est le cas évidemment de ceux qui n'ont pas de moyens, qui donc vont demander ces secours. Mais donc, on peut avoir une cartographie et une idée assez précise de ce que sont ces réfugiés. Mais bien sûr, là encore, ça n'est qu'une partie d'entre eux, puisque donc ce ne sont que ceux qui ont recours donc à cette demande donc de subsides et de secours. Donc, il y a ceux qui sont déjà à Paris en 48 et souvent depuis donc parfois pour les Polonais depuis le début des années 1830, pour d'autres, pour les Allemands, souvent depuis les années 1840. Il y a ceux, on va le voir, qui vont faire la révolution, ceux qui vont être plus attentistes, ceux qui vont accourir à l'annonce de cette révolution, dont les révolutionnaires comme Marx et Mazzini, qui sont donc des grandes figures des mouvements révolutionnaires italiens et bien sûr allemands. Ces révolutionnaires qui vont accourir à Paris vont évidemment le faire pour soutenir la Révolution française, la Révolution qui se passe à Paris, mais aussi surtout pour obtenir le soutien de la France, pour qu'elle les soutienne donc dans leur mouvement par rapport donc à leur propre pays. Donc, on a plusieurs façons, en quelque sorte, d'entrer dans cette vie politique française, soit pour aider les Français dans leur lutte, pour demander à la France son aide, et puis, finalement, on va le voir aussi, donc, pour obtenir peut-être un meilleur statut pour les étrangers présents en France. Donc, il y a ces mouvements incessants, donc, qui s'inscrivent, bien sûr, aussi, et c'est un élément essentiel, dans un Paris qui est un Paris, à ce moment-là, très ouvert aux étrangers. Nous le verrons, l'importance de ces étrangers présents à Paris. Paris, donc, qui accueille à ce moment-là à peu près, alors on verra que c'est difficile de les comptabiliser avant 1851, mais il y a à peu près en 1848, il y a donc environ 60 000 Allemands, rien que des Allemands, donc à Paris. Donc, on a une présence étrangère, peu visible parfois, parce que ce sont des gens qui sont dans des situations souvent de population non qualifiée, un petit peu donc peut-être à la marge de ceux qu'on connaît le mieux. Mais il y a donc une forte proportion d'étrangers, et d'étrangers qui sont des migrants économiques pour l'essentiel, venus avec femmes et enfants parfois, ou qui viennent de façon saisonnière pour un temps relativement donc réduit. Donc, nous allons voir donc, comment se mélangent en quelque sorte ces migrants et ces exilés politiques. Et nous allons le voir donc à travers les sources, bien sûr, les sources que nous avons. Sources qui sont peut-être, vous allez le voir, difficiles à manier, un peu frustrantes, parce que évidemment on ne peut pas inventer en quelque sorte des témoignages que nous n'avons pas. Et le témoignage donc de ceux qui font le coup de poing sur les barricades, nous l'avons par des sources policières, par des sources finalement rapportées. Vous le comprendrez peut-être d'autant mieux que nous vivons en ce moment des temps de troubles aussi, où où il est difficile parfois d'avoir la parole de ceux qui sont sur les barricades, ou sur les ronds-points, pour parler d'aujourd'hui, mais j'arrêterai là mes références. Donc les sources, elles sont difficiles parce que nous n'avons pas de quantification véritablement chiffrée. Nous avons néanmoins donc quelques bulletins, le bulletin de Paris, et puis bien sûr donc les inculpations qui seront faites donc en juin 1848. Nous avons aussi, et là ça peut paraître plus étonnant, nous avons aussi les récompenses honorifiques, puisque donc la République va récompenser ceux qui ont participé, qui ont été donc de valeureux combattants lors des événements de février, qui sont donc les événements qui ont
amener la République. Alors il y a aussi la presse, beaucoup de journaux, bien sûr, des placards que l'on va afficher, la littérature aussi, quelques mémoires, et puis quelques écrivains, bien sûr, qui ont parlé de ces révolutions, mais pas forcément, évidemment, des étrangers ou pas forcément sur les étrangers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à ce moment-là, durant la période donc, qui va de février au moins jusqu'à juin, une infinité, une explosion de paroles, de textes, de placards qui sont... Voilà. Donc on discute beaucoup, on parle beaucoup dans Paris, et bien sûr, les exilés vont largement partager cet enthousiasme donc, pour l'expression, la parole et le développement donc, de ces lieux de sociabilité politique que sont notamment donc, les clubs. Alors, voyons un petit peu ce Paris, donc, comme ville-refuge à la veille de la Révolution. Donc, qui sont ceux qui sont là, en quelque sorte, essayons de faire une espèce de photographie de ceux qui sont présents à Paris en ce février, donc, 1848. Quelles sont leurs actions et quels sont, donc, leurs soutiens. Alors, je vous l'ai dit, difficile de les comptabiliser. 60 000 Allemands, pour le reste, donc, des populations moins importantes, certainement, mais qui nous permettent donc de voir une forte présence donc, de ces étrangers, migrants économiques ou exilés. Alors, il faut bien sûr distinguer, vous allez le voir, quelques grandes figures que l'on connaît ou qui sont, disons, plus spectaculaires. Et puis, donc, évidemment, toute une masse d'anonymes qui sont parfois des ouvriers allemands, typographes, qui sont partis de leur pays parce qu'ils sont engagés politiquement, qui, finalement, ont un emploi, ont besoin de vivre et donc sont devenus des migrants économiques à Paris. Donc là, si vous voulez, la frontière entre les deux est évidemment plus difficile à faire. Alors, nous allons voir que ce sont surtout des Polonais, des Italiens, des Allemands, quelques Russes aussi, donc, qui font partie de ces grandes figures, et puis également de toute cette masse, j'allais dire, donc, de personnalités, de figures plus ou moins anonymes, engagées donc, dans ce Paris qui va devenir donc, un Paris révolutionnaire. Alors voilà donc un rapide tableau donc, mais du recensement de 1851. Alors pourquoi recensement de 1851 ? Parce que c'est le premier recensement en France qui distingue les étrangers, enfin qui prend en compte les étrangers. Donc c'est avant, si vous voulez, on ne peut faire que des espèces de spéculations qui sont parfois un petit peu difficiles. Donc je vous ai mis les premiers, les plus importants, comme vous le voyez donc, ce sont les Allemands, je vous l'ai dit. Talonnés, j'allais dire, par les Belges. Très certainement, faudrait-il inclure soit dans ces Allemands, soit dans ces Belges, des Luxembourgeois, qu'on n'a pas évidemment comptabilisés. Donc voilà, c'est un peu compliqué parfois de distinguer, d'autant que, vous le savez, l'Allemagne et l'Italie donc n'existent pas. En soi, donc, c'est des regroupements que l'on fait aussi de nationalités. Vous voyez qu'on met les Italiens et les Savoyards, puisque la Savoie n'est devenue française donc en 1860. Donc, vous le voyez, une population très importante d'étrangers à Paris, mais qui n'est pas, évidemment, tous les étrangers ne sont quand même pas donc, dans la ville, mais vous avez donc une forte présence donc, étrangère. Alors, en dehors de ces chiffres, voyons un petit peu ces Polonais, Espagnols, Italiens, Allemands. Alors, je vous ai mis un portrait de l'un des plus célèbres, évidemment, de ces exilés, pas le plus politisé, pas celui qui va aller sur les barricades. D'abord, en plus, c'était plutôt quand même d'une santé fragile. C'est donc Frédéric Chopin, mais c'est vrai que Chopin réside à Paris en grande partie en raison de ce qui s'est passé dans les mouvements de 1831, de ce qu'on appelle la grande émigration polonaise. Alors, c'est un extrait donc, du journal L'Illustration donc, de 1844. Alors, vous le voyez assez mal peut-être, mais peu importe. Ce que vous voyez surtout, c'est une salle de bal. Une salle de bal donc, qui vous est présentée. Salle de bal qui est celle donc, de l'hôtel Lambert du prince et de la princesse Czartoryski, qui sont donc le prince donc est l'un des grands exilés donc de 1831 donc de la grande révolte de polonaise, et donc chaque année il y a donc des bals organisés donc dans l'hôtel Lambert qui permet donc en quelque sorte de mettre en place toute une charité pour les plus pauvres. Donc c'est un bal payant avec loterie. Donc vous le voyez,
tous ces exilés ne sont pas des miséreux, des misérables. Il y a des écarts assez importants, mais il y a une grande générosité de la part donc des habitants de l'hôtel Lambert, qui reçoivent également aussi bien sûr l'élite et qui sont reçus donc par l'élite intellectuelle aussi parisienne. Donc des réceptions qui permettent donc de financer aussi tous les exilés, enfin une partie des exilés nécessiteux donc qui vivent à Paris. Autre figure. Alors ça c'est aussi donc une publicité donc pour le bal, l'annonce du bal organisé donc là en 1847 pour les Polonais donc indigents. Une autre grande figure donc de ces Polonais en exil à Paris, c'est Mickiewicz, qui est donc un grand poète et qui est à ce moment-là donc professeur au Collège de France, aux côtés de grandes figures qui ont justement souhaité sa présence auprès de Michelet et de Quinet. Donc là, on a véritablement donc une figure majeure, un très très grand poète donc qui est aussi celui qui va galvaniser aussi donc cet amour de la Pologne et ce patriotisme polonais. Donc voilà, donc de grandes figures polonaises, et puis à côté, bien sûr, des nécessiteux, des gens qui le sont moins, notamment, donc il y a une école polonaise au Batignolles où sont éduqués donc les enfants donc de ces exilés polonais qui vivent à Paris. Ou en province d'ailleurs, qui peuvent envoyer leurs enfants donc dans cette école. Il y a donc bien sûr en dehors de ces Polonais, il y a d'autres nationalités ou d'autres groupes politiques et d'autres groupes politiques. Je vous ai mis donc la photo, enfin l'image donc d'un Allemand. Alors peut-être qui n'est pas moins connu que Marx, je reparlerai de Marx, mais qui joue un rôle central, très très important donc dans cette émigration. Georges Herwegh, donc qui est un poète, un écrivain, un journaliste, qui a lancé des revues, qui a participé donc à de nombreuses revues à Paris donc dans ces années, à la fin des années 1840, et qui va jouer donc lui aussi qui va jouer un rôle majeur donc dans les liens entre les Français et les Allemands pour donc aider la Révolution aussi en Allemagne à ce moment-là. Il est très lié, Georges Herwegh, donc, à Marie Dagout et à Franz Liszt. Il fréquente donc leur salon. Donc, des Allemands importants. Je parlerai tout à l'heure de Marx quand il revient à Paris en 1848. Marx était à Paris de 43 à 45. Il a été donc expulsé par Guizot et est parti à ce moment-là donc en Belgique. Et en 48, c'est en Belgique, donc en février 48, c'est en Belgique qu'il rédige le manifeste donc du Parti communiste avec Engels. Autre Allemand encore important, c'est le poète Heinrich Heine, que je citais tout à l'heure, qui réside à Paris de 1831 à sa mort en 1856. Alors Heine est plus ou moins venu à Paris volontairement, mais il est venu à Paris pas tant par ses idées politiques, il va être un libéral, il va soutenir en partie la Révolution, mais de façon un peu modérée, mais c'est aussi parce que c'est un intellectuel juif qui subit donc un certain nombre de tracasseries et qui vient chercher une égalité de droit qui lui est refusée donc, en Allemagne. Donc, des figures d'Allemands aussi donc, exilés importants qui vont donc jouer un rôle dans cette séquence révolutionnaire. Là, vous avez donc un journal qui s'appelle le Vorwärts, qui est un journal publié en allemand à Paris dans les années 1840. Et vous avez, alors vous le voyez un peu mal, mais il y a un petit espace qui est sous forme de poème à gauche. C'est le grand poème politique et engagé donc de Heinrich Heine qui paraît donc dans cette une donc du Vorwärts. C'est une ode au tisserand silésien, et c'est un texte à charge contre les patrons et surtout donc contre les princes allemands. Donc des poètes, des écrivains, des journalistes donc qui sont donc nombreux à publier des textes donc en France et surtout donc à Paris.
Des Italiens aussi, et je vous ai mis pour aller, voilà, pour faire un peu diversion, mais il y en a peu, mais elles existent. Donc des femmes, Cristina di Belgioioso, qui est donc une princesse italienne, une comtesse italienne, donc qui vit à ce moment-là à Paris, qui écrit elle aussi dans les journaux français, qui a lancé un journal en italien qui s'appelle L'Ausonio, et qui en 1848 va elle aussi, comme beaucoup donc de ces exilés, repartir pour son pays, pour aider donc, là encore, donc, à y faire la révolution. Un Russe parmi toutes ces autres nationalités, un Russe célèbre aussi, qui est donc aussi présent à ce moment-là, qui est Bakounine. Il y a deux révolutionnaires russes importants durant cette période. C'est donc Bakounine et puis donc aussi Herzen, dont je reparlerai, qui est présent donc lui aussi durant cette période. Donc voilà, donc un tableau rapide de ces grandes figures auxquelles il faut ajouter, donc, bien, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui sont engagés politiquement, mais qui sont aussi des migrants économiques, tous ces ouvriers donc allemands, qui sont parfois des ouvriers qualifiés, dans les quartiers, comme vous le savez peut-être, donc de l'ébénisterie, les quartiers donc du faubourg Saint-Antoine. Il y a aussi beaucoup de typographes parmi ces ouvriers allemands. Donc, ce sont évidemment des ouvriers qui sont alphabétisés, lettrés. Et l'un des journalistes allemands présents à Paris en 1835 dit « Il se trouve à Paris tant d'ouvriers imprimeurs allemands que chaque imprimerie en occupe un certain nombre. » Dès lors, comme il le dit ensuite dans ses remarques, quoi de plus facile que d'imprimer de nuit les journaux allemands sur les presses du patron français ? Donc c'est à Paris que naît ce qu'on appelle la presse prolétarienne allemande, et notamment donc un journal qui s'appelle Le Banni, qui va être publié alors un petit peu plus tôt par rapport à notre période, 1834-1836. Donc beaucoup de journaux, beaucoup d'ouvrages qui sont publiés au grand jour, mais quand même aussi clandestinement, parce que la police politique allemande et autrichienne donc surveille ces exilés et demande aussi à la France de les expulser, ce que la France fait d'ailleurs en 1845, donc à l'égard de Marx. Donc de nombreux personnes engagées, des Polonais qui sont là depuis les années 30, des Allemands qui circulent, des Italiens aussi, et des Espagnols qu'il ne faut pas oublier, Espagnols donc qui sont liés au mouvement plutôt carliste, c'est-à-dire pour aller vite, aux batailles, aux conflits de légitimité entre deux branches, un petit peu comme chez nous, donc deux branches donc royales. Alors, donc, des Espagnols qui aussi donc, sont là depuis encore plus longtemps, depuis les années 20, et avec des mouvements aussi un peu de va-et-vient. Mouvement donc de ces Espagnols qui sont de moins en moins nombreux, malgré tout, et qui surtout, peut-être, seront moins présents durant, je vais moins en parler, très peu, parce que, étant carlistes, si vous voulez, la République, ils vont assez peu la soutenir. Bon, donc, ils vont parfois demander des améliorations de leur statut, mais ils ne vont pas véritablement adhérer, évidemment, et demander aussi des soutiens à une république pour vous aider à rétablir un roi. Bon, ça paraît un petit peu spécieux et difficile. Donc, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a aussi des Espagnols présents là. Alors, comment vivent-ils ? Pas tous, évidemment, comme nous l'avons vu donc dans l'hôtel Lambert. Beaucoup logent dans des hôtels, ce qu'on appelle aussi donc des garnis, et on les connaît parce qu'ils sont recensés par la préfecture donc de police. Mais bien sûr, les registres des hôtels fournissent surtout, bien sûr, des registres sur ce qu'on appelle les étrangers de distinction, les élites donc qui viennent à Paris, qui voyagent, les personnels des ambassades, les correspondants des grandes maisons, plus que les artistes, plus que évidemment tous ces étrangers un petit peu donc obscurs. Ce qu'il faut savoir aussi sur ces étrangers présents à Paris, donc quand ils constituent donc un petit peu la masse de ces étrangers, de ces exilés, c'est que la police française tente
beaucoup de les empêcher de rester à Paris. Elle ne peut pas empêcher ceux qui appartiennent aux élites, parce qu'évidemment, ça créerait peut-être des tensions et des problèmes. Mais on va installer, vous allez le voir, donc j'en reparlerai, on a installé ces étrangers plutôt à la périphérie du territoire. Alors, ça dépend des périphéries. Les Espagnols, on ne les installe pas dans le sud-ouest. On va plutôt les installer justement, on va les remonter vers le nord. On ne les mettra pas en Bretagne non plus, parce qu'en Bretagne, il y a beaucoup de légitimistes. Donc, ça risquerait aussi de faire un petit peu des complots trop importants. Mais donc, on essaie d'éviter la proximité des frontières et on essaie de limiter aussi leur présence à Paris. Donc, on va surtout diriger la plupart de ceux qui sont secourus vers ce qu'on appelle des dépôts, qui ressemblent un petit peu à des dépôts de mendicité, où ils vont donc trouver la possibilité donc d'être accueillis, d'obtenir aussi des subsides. Et quand on leur donne les subsides, eh bien on peut aussi les contrôler, les surveiller, savoir où ils habitent, ce qu'ils font, et faire en quelque sorte des enquêtes de moralité. Donc, tous les exilés ne sont pas présents à Paris et surtout, donc, beaucoup d'entre eux n'ont pas la possibilité, n'ont pas le droit, avant 1848, donc, d'y vivre. Alors, rentrons maintenant dans cette année 1848. 1848, donc, qui est une année révolutionnaire, mais qui est aussi une année de difficultés économiques, ou du moins, disons, de fin de crise économique qui a eu lieu en 1846-47 surtout, mais évidemment, au moment où il y a des mouvements révolutionnaires, il y a un développement du chômage, il y a un développement donc d'une situation difficile. Donc cela influe aussi sur la présence de ces exilés à Paris et la présence, j'allais dire, globalement, des étrangers. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont à Paris pour y travailler, bien sûr, s'il n'y a pas de travail, ils vont avoir tendance à ce moment-là donc à partir en province ou à rentrer chez eux ou à choisir un autre pays. Pour les exilés, bien sûr, la situation révolutionnaire va au contraire les attirer. Donc on a des mouvements qui font que cette photographie que je vous donne donc de février 1848, eh bien elle va bouger énormément à partir donc de la fin du mois. Alors donc, voyons ce qui se passe, voyons donc où nous pouvons donc voir ces exilés et nous allons donc tout d'abord essayer de voir si nous les trouvons sur les barricades. Nous allons les trouver plus facilement dans les clubs nationaux et dans la presse. Et puis nous allons voir que ce sont aussi des exilés qui vont devenir de nouveaux Français par le biais donc de ces naturalisations. Alors, un petit témoignage aussi de ceux qui ne vont guère s'engager, qui finalement vont être un petit peu attentistes. Donc, témoignage de Heine. Alors, c'est un témoignage un peu tardif, puisque c'est à la fin de sa vie, donc bien après 48, donc, que Heine publie ce témoignage. Je ne peux pas, sans une profonde émotion, songer aux soirées du mois de mars 1848, où le bon et doux Gérard, il s'agit de Gérard de Nerval, venait tous les jours me trouver dans ma retraite de la barrière de la santé, pour travailler tranquillement avec moi à la traduction de mes paisibles rêvasseries allemandes, tandis qu'autour de nous vociféraient toutes les passions politiques et s'écroulait le vieux monde avec un fracas épouvantable. Donc voilà, tout le monde ne participe pas, tout le monde reste reste un petit peu donc en retrait. Alors donc, voyons un petit peu si nous avons nos exilés, nos réfugiés sur les barricades. Alors nous en avons, mais nous en avons assez peu. Aussi, tous les gens qui ont étudié ces mouvements révolutionnaires au XIXe siècle sont frappés par le fait que, autant en 1830, sur les barricades en 1830, on les voit facilement, on les repère, on a des textes qui nous témoignent de cette présence des étrangers sur les barricades donc de juillet 1830. Pour la Commune, on a énormément de témoignages, ils sont très présents dans la Commune de Paris. Il y a tous des travaux qui ont été faits très largement. Or, sur 48, c'est vrai qu'on les connaît beaucoup moins. On a l'impression donc qu'ils sont moins présents. Alors, c'est aussi parce que ce mouvement est un mouvement peut-être plus patriote, peut-être. Voilà, il y a plein d'explications et vous verrez qu'il y en a aussi qui tiennent à ces tensions qui existent à ce moment-là entre ouvriers
français, parisiens et ouvriers étrangers. Alors il y en a quand même, bien sûr, il y en a quelques-uns que l'on peut trouver. Et je vous ai mis donc, ça ce sont des petites notices que l'on a donc dans les récompenses, dans les fameuses récompenses dont je vous ai parlé. Il y a 474 combattants en février qui sont récompensés, et il y a 24 dossiers qui présentent donc des étrangers. Alors, un étranger parmi d'autres, donc parmi ces 24, Jean Engelbauer, qui lui, alors évidemment, n'appartient finalement à aucune des catégories que j'ai présentées tout à l'heure. Voilà, il y a des gens qui sont un peu isolés, mais qui sont importants tout de même. Donc, il est né à Copenhague, il est donc danois, il habite Paris depuis un certain nombre d'années, et il est donc typographe. Donc, il rentre là par sa profession tout à fait donc dans cet engagement. Il est venu à Paris vraiment parce qu'il voulait s'engager politiquement, et donc il va participer aux sociétés de secours mutuels, très engagées donc avant la Révolution, et aussi donc après. Et il sera condamné d'ailleurs aussi durant la Commune. Donc c'est quelqu'un qui a une longévité aussi politique importante. Et ce qu'il va obtenir finalement grâce au fait qu'il a participé donc aux événements politiques de février 48, eh bien vous le voyez, nature de la demande. Il demande une récompense pour obtenir quoi? Non pas de l'argent, non pas simplement finalement une reconnaissance, mais pour obtenir la naturalisation française qu'il va obtenir à ce moment-là. Alors, un autre, donc rapidement, donc Jules Guilbault, lui c'est un Belge, donc j'ai aussi peu parlé des Belges, mécanicien, donc une profession qui est une profession quand même là relativement qualifiée à ce moment-là, marié, donc installé, et qui est donc blessé en février 48 et qui demande après donc la Révolution un secours, une aide par rapport donc à ce qu'il a subi. Dernier donc de ces petites notices rapides, Gunlek, qui est un Polonais né à Cracovie, qui habite rue Lafayette, qui est sellier, là encore un métier du luxe, donc un métier quand même qualifié, marié, qui lui aussi donc a été blessé en février 48 et qui va donc demander un secours. Donc quelques portraits comme ça très rapides, quelques personnalités aussi donc dont on sait qu'ils ont participé donc à ces mouvements. Non, j'attends. C'est Christian Ostrowski, donc, qui est un écrivain dont on sait que durant ces journées donc, de février, eh bien, il est rentré avec la foule dans le palais des Tuileries, et la légende, ou du moins ce qu'on raconte, c'est que donc évidemment il y a quelques désordres qui se passent à ce moment-là, quelques pillages, bon, et qu'il y a un colonel français qui dit non, on ne touche pas au piano de la reine Marie-Amélie, sauf si quelqu'un sait jouer la Marseillaise et peut la jouer. Et donc à ce moment-là, donc Christian Ostrowski, donc poète polonais, dit je vais la jouer. Et donc bon là, voilà, c'était un moment de réconciliation et d'harmonie. Donc voilà, donc des Polonais rentrent donc dans le palais des Tuileries et jouent donc la Marseillaise sur le piano de la reine. Bon, voilà, donc anecdote, mais vous voyez, on a quelques fragments comme ça qui nous permettent donc de voir ces Polonais et ces étrangers donc présents. Autre moment, bien sûr, de barricade, c'est le moment de juin. Là, nous n'avons pas, non pas des récompenses, mais nous avons au contraire des inculpations. Et vous avez donc un petit tableau c'est la liste donc de ces inculpés, donc, alors, nés à l'étranger, ce qui évidemment est un peu une difficulté aussi pour les comptabiliser, parce qu'être né à l'étranger ne veut pas dire forcément être étranger, et ça ne veut pas dire aussi forcément être un exilé. Voilà. Donc des chiffres qui, vous le voyez, sont quand même des chiffres qui sont assez faibles par rapport donc à la présence et à l'importance donc de ces migrations étrangères. Alors pour juin 48, on bénéficie d'un témoignage assez étonnant, qui est un témoignage de fiction, un témoignage romanesque d'un écrivain, poète, romancier très important russe qui s'appelle Tourgueniev. Et Tourgueniev donc a fait un texte, un ouvrage, et qui raconte donc en partie les barricades de juin 1848. Et son héros meurt sur les barricades donc de juin 48. Alors, voilà, j'ai mis le passage, il est un peu long.
il est un peu long à lire. Ce qui est intéressant, c'est que donc il arrive, donc ce personnage, hein, voilà, se met en avant, il va être tué, et les défenseurs de la barricade donc disent voilà qu'on nous a tué le Polonais. Donc ça veut dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce Polonais, bon, c'est un Russe en fait. Hein, donc là, la distinction évidemment pour les combattants est assez limitée. Donc, très difficile. Donc on a ce personnage, vous voyez, un peu héroïque, hein, qui va comme ça, donc se mettre en avant et tomber et être donc une des victimes donc de ce conflit. Ce qu'il faut savoir, c'est que même par rapport à la liste là des arrêtés. Les inculpés, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, la plupart, hein, si on regarde un peu en détail, sont remis en liberté. Donc, en réalité, ce ne sont pas des meneurs non plus, hein, qui se trouvent à ce moment-là, donc sur les barricades. Donc, peu de présence sur les barricades, on peut être un peu déçu, on les connaît mal, hein, bon, mais ce qu'on sait malgré tout, c'est qu'il y a au contraire des révolutionnaires qui vont arriver à ce moment-là, des exilés qui vont arriver à Paris, et c'est le cas de Marx, bon, pas grave. De Marx, donc, qui arrive à Paris en mars 1848. Alors, il y a une petite anecdote autour de cette présence de Marx à Paris. La lettre de Marx, vous la verrez le plus souvent dans les ouvrages, indiquée comme une lettre qui est une lettre du 1er mars 1848. Alors vous allez me dire, les historiens, Pinaille, bon, 1er, 10 mars, si c'est important, parce que quand on lit cette lettre, on peut avoir l'impression que Flocon, donc, qui est donc membre du gouvernement provisoire, appelle Marx à venir à Paris, hein, l'appelle pour venir donc finalement voilà, participer à la Révolution. Or, en réalité, Marx est déjà arrivé à Paris, il est arrivé le 5 mars. Et en réalité, ce qui se passe pour Marx, c'est qu'il n'a pas de papier. Donc, il va voir Flocon et il lui demande de lui faire un papier, hein, comme quoi, finalement, il est bien accepté sur le territoire français. Hein. Donc, c'est en fait un sauf-conduit. Ça n'est pas un appel, en quelque sorte, à la venue de l'exilé Marx, qui, à l'époque, hein, n'est pas, évidemment, non plus aussi célèbre. Ce que ces militants, donc, combattants, vont surtout créer, c'est donc des clubs, à l'image donc de tous ces d'engagés politiques socialistes donc qui vont développer donc des clubs politiques dans lesquels donc on va beaucoup parler, échanger, dialoguer donc sur ces questions. Donc je vous ai mis donc un appel du club de l'émigration polonaise qui se trouve donc rue de l'Arbalète et qui est un appel donc au soutien, hein, de la France, comme beaucoup donc de clubs et de pétitionnaires. On va voir donc fleurir beaucoup de demandes d'aide, alors d'aides qui sont des aides, je veux dire, politiques, hein, mais aussi des aides armées. Hein. La fin du texte, nous recevons vos armes au conseil de la première colonne de l'immigration polonaise. Hein. Donc là, il y a une volonté d'obtenir des armes et pas simplement une aide, j'allais dire, politique, une aide diplomatique, donc comme le voudrait d'ailleurs plutôt Lamartine, qui ne veut surtout pas envenimer les relations donc avec les pays et les rois et les puissances donc voisines. Donc multiplicité de ces clubs qui vont à peu près donc se développer dans presque toutes les communautés, hein, vont avoir leur club voilà, et vont développer donc cette presse aussi qui va être très importante. On peut parler du club démocratique allemand, de la Réunion des ouvriers allemands, de l'association italienne, de l'association générale des Belges. On a vraiment une grande quantité donc de clubs qui se développent. Il y a même des clubs des Irlandais, des Grecs, des Moldaves, des Savoisiens. Hein, voilà. Donc chaque nationalité qui espère, hein, devenir une nation reconnue, donc a elle aussi donc son club. Alors ces clubs ne vont pas simplement récolter de l'argent, ils ne vont pas simplement donc essayer de faire appel au gouvernement français, d'obtenir son soutien par des manifestations. Très souvent, donc, on va aller devant la colonne de juillet, on va faire des manifestations, hein, pour demander le soutien de la France, mais on va carrément, véritablement, donc, mettre en place des légions
des légions armées, donc, qui vont partir, aidés par des Français, donc, qui vont partir pour donc, se lancer donc, dans le combat et aider les patriotes sur place. Donc, on va voir ces légions partir. Alors, il y a toujours une manifestation un petit peu théâtrale hein, de ces départs qui se font. La Légion polonaise, on la connaît bien parce que un Français va se joindre, plusieurs Français vont se joindre à elle, et notamment donc un Français bien connu. Il y a d'ailleurs une exposition actuellement sur lui. Donc, c'est Nadar. Hein, c'est donc Tournachon, puisqu'il s'appelle de son nom Tournachon, qui part. Donc, il part avec une chapka, parce que comme il part en Pologne, donc il est parti. Bon. C'est un désastre que cette légion polonaise, puisqu'elle va être interdite de passage en Allemagne, et donc finalement, elle va être obligée donc de rebrousser chemin. Donc des mouvements militaires aussi, donc qui vont partir à ce moment-là, donc vers voilà, vers donc la Pologne, mais aussi donc vers l'Allemagne. Et là, je vous ai mis donc un appel qui est lancé donc par le Bureau central des Républicains allemands, appel aux braves citoyens de la garde mobile, hein, donc qui est placardé donc dans les rues de Paris. Et vous pouvez voir peut-être donc que ce Bureau central des Républicains allemands se trouve donc dans la demeure même donc de Georges Herwegh, qui est véritablement donc l'un des animateurs les plus importants donc, de ces combattants allemands, Herwegh, qui, à ce moment-là, donc, est en conflit d'ailleurs ouvert avec Marx, qui lui donc va aussi repartir, mais ne repart pas avec une légion à la Légion allemande, mais va repartir donc pour fonder un nouveau journal donc en Allemagne. Donc cette légion allemande donc va partir. Elle part donc avec 1000 hommes. Alors le chiffre est certainement un petit peu exagéré, et elle part donc avec une façon assez théâtrale. On part de la barrière du trône et puis on a le drapeau tricolore allemand. Les bannières sont très importantes donc pour donc donner de l'élan à ce mouvement. Cette Légion démocratique allemande, elle fait partie de. Alors évidemment, c'est très compliqué, mais donc c'est toutes les batailles qui ont lieu donc dans le sud de l'Allemagne. Et si vous regardez bien, donc la Légion allemande dirigée par Herwegh, donc eh bien c'est le petit chemin violet que vous voyez, et donc vous pouvez très facilement comprendre que cette Légion Herwegh a connu une existence assez limitée et qu'elle a joué un rôle assez peu important dans les conflits, et qu'elle a été défaite très vite, donc elle a juste pénétré dans le pays de Bade, mais elle n'a pas pu progresser véritablement très en avant. Donc ces mouvements des légions qui partent de Paris sont des mouvements qui souvent, donc, le plus souvent, ou même je veux dire tous, sont voués à l'échec. Donc des mouvements de départ, des mouvements aussi de reflux, puisque chaque fois que ces mouvements vont être défaits et la contre-révolution, la répression va triompher, ces exilés donc, vont revenir, évidemment, j'allais dire, vers Paris, du moins dans un premier temps. Voilà, donc des centaines donc ont essayé de pénétrer en Allemagne. Voilà donc les informations que l'on a, même dans la presse. Donc, je n'ai pas mis que la presse parisienne, mais aussi donc l'Écho Rochelet, donc qui s'intéresse donc à ces événements. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que le gouvernement français va à ce moment-là donc s'intéresser à la situation des étrangers en France. Ces étrangers en France, donc. Le gouvernement français va décider d'améliorer leur sort. Ils ne seront plus donc contraints, comme ils l'étaient auparavant, donc à être parqués, ou du moins à être contrôlés, internés, plutôt que parqués, internés donc dans ces dépôts. Donc une politique de générosité du gouvernement français qui met fin
donc à cette politique de dépôt, ils pourront donc circuler, se munissant toutefois d'un passeport intérieur, ils pourront circuler dans toute l'étendue du territoire de la République. Donc le gouvernement français, pas seulement vis-à-vis donc de ces exilés, pour les étrangers, mais c'est surtout eux qui vont souvent donc demander la naturalisation française ou de pouvoir donc rester en France, eh bien donc le gouvernement français va promulguer une série, dans un premier temps, de lois qui vont favoriser, qui vont être généreuses. Et on va voir donc un nombre croissant de demandes de naturalisation qui vont donc faire de ces exilés de véritables Français, de véritables donc Parisiens, ce qui n'était pas donc auparavant. Je vous ai mis donc quelques décrets, on voit donc la naturalisation donc de quelques étrangers, donc naturalisation donc qui, on le voit, sont très importantes entre le 22 mars et le 23, mais on aurait vraiment sur tout le mois de mars et d'avril donc une grande quantité donc de ces naturalisations. Donc une politique de générosité qui évidemment ne va pas jusqu'à leur octroyer le droit de vote, mais qui fait que la République donc se montre tout à fait donc accueillante à l'égard des étrangers. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que à ce moment-là, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, les réactions des ouvriers parisiens et surtout les ouvriers sur les chantiers en France sont au contraire plutôt marquées, teintées de xénophobie. Donc on a, mais c'est une période de difficulté économique, et donc on assiste à ce moment-là, et c'est peut-être pour ça qu'il y a peu d'étrangers présents sur les barricades, c'est qu'il y a donc de fortes tensions, des manifestations hostiles aux étrangers qui ont lieu, et ils sont, semble-t-il, exclus des ateliers nationaux, c'est-à-dire donc des secours qui sont donnés prioritairement aux Français. Donc, le décret du 8 avril va d'ailleurs être promulgué pour contenir ces actes, ces actions de xénophobie qui vont évidemment jusqu'à faire le coup de poing et jusqu'à ramener de façon assez musclée les ouvriers belges, notamment donc vers la Belgique. Il y a aussi des actes de violence donc à Marseille et sur les chantiers des chemins de fer. Mais il y en a aussi à Neuilly, à proximité de Paris. On sait qu'il y a eu quelques heures entre ouvriers étrangers et français. Donc, bon, il ne faut pas évidemment généraliser, mais on voit bien que ce décret du 8 avril marque bien la volonté donc, du gouvernement de mettre fin donc, à des actions qu'il trouve tout à fait donc, répréhensibles. Donc, des actions de générosité, d'accueil, marquées donc à ce moment-là voulues donc par le gouvernement français. Alors, pour terminer dans un troisième temps qui sera nécessairement plus rapide, c'est le déclin de ces mouvements, c'est la fin d'une république hospitalière. Oui, là, donc c'est les événements de Neuilly. Peu importe, le départ vers les républiques sœurs. Donc, beaucoup donc, de ces exilés donc, partent de Paris à ce moment-là. J'ai parlé de la Belle Joyeuse, j'ai parlé de Marx, Mazzini passe, mais repart également. Donc, Paris se vide en quelque sorte un peu de ces exilés. D'autres vont arriver dans le cadre de retour et de reflux. On voit arriver de nouveaux Polonais qui vont arriver, qui ont été donc, qui sont obligés donc de quitter la Pologne, donc après la nouvelle vague de répression donc qui se met en place à ce moment-là. Donc vont arriver aussi des Italiens qui n'étaient pas présents aussi sur le territoire également donc à ce moment-là. Donc on a voilà des exilés qui se croisent. Des exilés qui vont souvent être plus nombreux à demander des secours aussi, parce qu'ils arrivent et qu'ils ont des besoins, mais aussi qui vont peu à peu délaisser la capitale parisienne, qui devient la capitale d'une république de plus en plus autoritaire, puisque Louis-Napoléon Bonaparte donc, a été élu en décembre 1848, et qui vont évidemment quitter aussi la capitale après et restés peu nombreux donc après le coup d'État du 2 décembre de 1851.
Donc quelques diapositives, donc conclusion presque sur cette période donc de reflux et de fin du printemps des peuples parisiens et européens. Alors, une lettre un peu particulière qui est donc celle de la section de Nantes des Polonais qui, pour montrer que voilà, les exilés peuvent être un peu parfois donc aussi divisés. C'est donc ces Polonais qui disent attention, viennent à Paris des gens qui n'ont absolument rien à y faire et nous, on n'appuie absolument pas la paresse, le vagabondage de ces gens inoccupés. Donc, faites attention, ils vont à Paris sans but et sans besoin pour y grossir le nombre des hommes inoccupés. Et tout ça pour obtenir de l'argent. Donc voilà, donc vous avez des mouvements qui sont parfois aussi un peu de méfiance entre les exilés de Paris et de la province. Plus intéressant, plus important, est cette gravure qui date de 1851, de septembre 1851, et qui est une gravure donc tirée de l'illustration et qui nous montre donc des étrangers, alors pas forcément bien sûr des exilés, qui sont obligés de faire la queue à la préfecture de police, puisque donc une ordonnance a été donc mise en place le 8 septembre 51, qui divise donc les étrangers séjournant à Paris donc en deux catégories, ceux qui ont la ferme intention d'y vivre et d'y travailler et qui doivent donc se présenter impérativement dans les 3 jours pour obtenir donc un permis de séjour pour pouvoir rester dans la capitale. Pour les autres, donc, ils sont dispensés de cette obligation, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rester donc, dans la capitale. Donc, vous voyez une situation qui vise donc à contrôler de façon plus sérieuse, j'allais dire, ces étrangers, et qui va donc développer aussi là, des nécessités donc, de se faire enregistrer de façon très très rapide donc, à ce moment-là. Une autre image donc qui nous montre que Paris n'est plus, la France n'est plus cette capitale, ce pays accueillant pour les exilés avant 1848 et pendant la Révolution. C'est donc une caricature de Chagall qui est parue donc dans le journal Pour Rire, qui est un journal qui est né aussi pendant de février 48. Donc de caricaturiste, et qui nous montre donc un Allemand, un exilé allemand, reconnaissable, voilà, ce qu'on montre toujours de l'Allemand à ce moment-là, qui est une espèce de sa pipe, voilà, et qui donc est à cheval sur la France et l'Allemagne, et qui doit donc quitter la France en raison de ce coup de gourdin qui lui est donc asséné. Donc on va, à ce moment-là, donc pratiquer toute une politique donc d'expulsion. Il y a une législation qui se met en place qui va donc favoriser, faciliter les expulsions, d'ailleurs, sans qu'on ait à le motiver. Il y a une facilité donc à renvoyer les étrangers, et bien sûr, les étrangers qui troublent l'ordre public sont les premiers donc à en faire les frais, évidemment. Pour finir, donc, quelques phrases de Victor Hugo dans Histoire d'un crime. Histoire d'un crime, donc, c'est le récit que fait donc Victor Hugo du coup d'État de 1851, du 2 décembre, publié en 1877. Il n'a publié rapidement qu'une toute petite partie de ce texte qui s'appelle donc Napoléon le Petit. Et ce texte de l'Histoire d'un crime, donc, fait très largement la part donc, au récit des événements du 2 décembre, enfin, de ce moment-là. Et parmi, donc, évidemment, tout ce que raconte Hugo, eh bien, j'ai choisi donc, une scène où il montre donc, la façon dont les parlementaires, les représentants donc, du peuple à ce moment-là donc, tentent d'empêcher le coup d'État. Et il raconte donc que des Italiens donc, assistent à cette réunion. Et 2 d'entre eux, donc, le colonel Carini et Montanelli, ancien ministre du Grand-Duc de Toscane, qui est parti donc, de ces révolutionnaires italiens qui reviennent à ce moment-là, donc qui sont revenus en France donc, dans le reflux de la contre-révolution en Italie, et qui, à ce moment-là, donc, vont participer, vont être aux côtés des grandes figures parisiennes qui vont donc tenter de s'opposer au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc,
Carini et donc Montanelli, ils sont donc les personnages aussi donc de ce récit des barricades et de la tentative donc d'opposition au coup d'État. Voilà donc le portrait donc de ce jeune écrivain, journaliste et italien donc qui apparaît donc sous la plume de Victor Hugo. Pour terminer, donc, une autre représentation finale, donc peut-être de cette période, c'est aussi ce qu'on appellerait un sorieux, mais donc c'est surtout donc une lithographie de Marie-Cécile donc Goldschmidt qui s'appelle Un marché sur la République universelle et sociale, pour vous montrer donc là aussi que l'utopie n'est pas simplement parisienne, elle n'est pas simplement européenne, elle est aussi quasiment donc mondiale. Avec cette représentation donc de la République telle qu'elle aurait pu donc s'inscrire non pas simplement donc en Europe mais dans le monde, les 4 parties du monde étant symbolisées donc par les 4 grandes statues que vous voyez donc présentées et vous avez, alors vous ne le voyez pas, mais toute cette foule est une foule très très cosmopolite, bigarrée, qui représente vraiment tous les pays du monde il s'agit d'une grande utopie sociale donc puisque c'est un marché qui n'est pas du tout un marché libéral mais qui est un marché donc basé sur justement cette volonté de transformation de la société par l'en bas que portaient beaucoup donc de ces socialistes et révolutionnaires donc de 1848, que ce soit donc à Paris ou à Berlin ou à Rome ou à Prague également. Voilà. Alors, si vous voulez prolonger, vous pouvez lire Le siècle des exilés, que Sylvie April a écrit, aussi Exil et fraternité en Europe, qui a été co-dirigé avec Catherine Brice, que vous entendrez en mois de janvier, le 18 janvier, sur Cernouchi. Et puis, tant que je cite des gens qui ont participé, même s'il n'est pas là, je remercie Jean-Claude Caron, qui est membre du comité d'histoire. Je lui ai fait un clin d'œil par la citation. Oui, j'ai vu. Et avec qui, sous l'autorité bienveillante duquel j'ai construit ce cycle. Voilà. Maintenant, place aux questions. Oui, s'il vous plaît, là, c'est un marché sous la République universelle, mais c'est à quel endroit? Parce qu'il y a un phare, il y a un port. C'est une utopie. Hein. C'est une utopie. Voilà, c'est une utopie, donc voilà. C'est une mais ce n'est pas forcément en France. Ah, pas du tout. Pas du tout. Et là, sur votre deuxième ou troisième photo, il y avait une carte avec les mouvements migratoires. Oui. Et la Suisse était d'une couleur un peu spéciale. Et vous aviez mentionné un terme que je dois avouer que... Comment faut-il l'interpréter? La Suisse en Sonderbund. Alors, oui, j'ai été rapide sur les mouvements révolutionnaires. Je vais peut-être retourner... Hop. En arrière. Oui, en 1800, quand on fait la généalogie on a toujours un peu ce démon des origines en histoire, c'est-à-dire qu'on cherche toujours le premier mouvement révolutionnaire. Et en fait, donc, tout ne commence pas en janvier 48, même si ça ne commence d'ailleurs pas en France, mais en Italie. Ça commence en Suisse. Ça commence en Suisse, voilà, avec un conflit qui a lieu, un conflit entre l'État fédéral et les cantons, entre aussi les protestants, un peu les catholiques. C'est ce qu'on appelle donc ce mouvement donc du Sonderbund. Donc il y a des tensions très vives, très fortes, politiques donc aussi donc en Suisse en 1847. Et puis on peut même remonter encore plus tôt, et faire commencer ce printemps des peuples en 1846, au moment de l'élection du pape, puisque donc cette élection du pape suscite aussi quelques espoirs, parce qu'on a l'impression que ce pape est un pape libéral, puisqu'il veut mettre en place une constitution dans les États du pape. Voilà. Donc voilà, ça fait partie de ces prémices qui ont lieu donc à partir de 1846 et 47 donc en Suisse. La Suisse en plus ayant une position tout à fait centrale en Europe. Donc ce qui se passe en Suisse est très important, d'autant qu'on oublie toujours que les modèles démocratiques qui existent ce ne sont pas simplement le modèle démocratique de la Révolution française, mais de la Révolution évidemment américaine et de ce qui se passe en Suisse, et donc des modèles fédéraux.
Donc, c'est aussi une très grande réflexion sur le modèle suisse, en quelque sorte, qui est en jeu aussi durant ce Printemps des peuples. Oui, s'il vous plaît, vous avez parlé à un moment de passeport. Je pensais que c'était plus tardif, l'usage du passeport, si vous pouvez préciser. Et d'autre part, vu justement cette carte, bon, il y a beaucoup de mouvements en Europe. Ça veut dire que les frontières étaient complètement perméables, donc on passait très facilement, ou il n'y avait pas de douane, ou comment? Alors, c'est une question très, très, très vaste. Alors, je vais d'abord raconter. Les passeports, oui, il y a des passeports. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est très, très différent de ce qu'on peut vivre pour nous. C'est que les passeports, essentiellement, avant les années 1860, enfin, vraiment de cette période, sont des passeports intérieurs. C'est-à-dire que le passeport vous sert à circuler à l'intérieur de votre espace national. Alors pourquoi? Ça peut paraître très bizarre, parce que bon, en France, on circule relativement facilement quand même durant cette période-là, parce que le passeport, comme tous ces papiers, en fait, servent essentiellement à secourir les gens. C'est-à-dire que le passeport est souvent demandé par les gens qui vont avoir besoin de passer d'un endroit à un autre et donc dont on va être obligé d'aider le passage. Donc on va leur donner de l'argent ou on va leur donner, à partir du moment où il y a les chemins de fer, un passage gratuit. Donc, en fait, ça permet de surveiller les gens, c'est vrai, et ça permet aussi de les secourir. Donc le passeport, il a cette double fonction qu'on retrouve pour les étrangers qui sont secourus et qui donc, voilà, on sont aussi, quelque sorte, ont des papiers qui leur permettent à la fois de circuler jusqu'au lieu de leur internement et puis d'obtenir donc de l'argent. Alors les frontières, c'est très compliqué parce que, oui, il n'y a pas vraiment, évidemment, de surveillance frontalière, il n'y a pas de barbelés, donc il n'y a pas véritablement, il est relativement facile de passer les frontières. Néanmoins, et on le voit tout à fait donc en 1851, malgré tout, à ce moment-là, quand on passe la frontière pour un certain nombre donc de ces exilés, alors là pour le coup français qui partent hors de France, eh bien on se déguise très souvent et on va emprunter des chemins de contrebande par le Jura, par la Belgique. Alors évidemment ça paraît moins périlleux, mais il faut en passer par des contrebandiers, des passeurs, même si la surveillance évidemment ne peut pas être aussi importante que celle qu'on a. Alors, ce qui va finalement faciliter aussi la surveillance, c'est les chemins de fer. C'est-à-dire que les gens passant par les chemins de fer, on va voir effectivement, c'est pas tellement donc à la frontière même, mais ça va être sur les lignes de chemin de fer que l'on va donc contrôler aussi le passage. Donc, je vous dirais oui et non. À la fois, il est plus facile de passer, mais en même temps, quand même, on voit bien qu'il faut prendre des identités différentes. Victor Hugo prend un pseudonyme, enfin, se fait passer pour un ouvrier. Voilà. Donc, on a quand même une difficulté quand même pour passer. Même s'il n'y a pas de photographie, même si on sait que parfois des gens passent avec des passes sur le passeport, il y a écrit qu'il a une jambe de bois et que finalement la personne qui passe n'a pas de jambe de bois et que ça passe tout à fait facilement. Bon, voilà. Donc voilà, c'est compliqué. On peut passer, mais c'est un petit peu finalement comme maintenant. Il faut connaître. Voilà, il faut savoir par où passer. Et moi j'ajoute, est-ce que les journaux comme le Fort Vert ou le Banni, ils emploient les mêmes chemins aussi? Enfin, est-ce qu'ils repartent pour convaincre dans les pays en Allemagne? Alors, les journaux, alors il y a une distinction à faire entre les journaux parisiens qui vont continuer à paraître et puis de nouveaux journaux qui vont être lancés en Allemagne, alors qui vont être lancés par les Allemands déjà bien sûr sur place, et puis tous ces Allemands typographes et surtout ces journalistes comme Marx vont évidemment recréer la Gazette rhénane, va renaître, les journaux qui étaient interdits, qui avaient été interdits, donc qui avaient contraint finalement ces journalistes à partir vers la capitale française, vont renaître à ce moment-là en Allemagne. Donc voilà, on a deux presses généralement. Bon, on a la presse française qui peut circuler, bien sûr, et on a d'ailleurs les mêmes images souvent qu'on va retrouver, c'est-à-dire qu'il y a la façon dont les journalistes, même allemands, vont dessiner les barricades, vont être réutilisées pour dessiner des barricades qui ont lieu à Vienne ou à Prague. Donc on a aussi une circulation des images qui est intéressante. D'autres questions?
Oui, je voulais rebondir un petit peu sur la Suisse et je voulais savoir, c'est parce qu'il y a comme les différentes langues, est-ce qu'ils avaient tous les mêmes, les mêmes aspirations ou est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir des affrontements, même sur le sol français, entre des aspirations différentes? Et puis, je voudrais... est-ce que les religions ont joué quelques rôles? Parce que je pense qu'en ce qui concerne la Pologne, les catholiques ont toujours été très actifs, même maintenant, hein, même pendant la guerre froide, etc. Mais pour les autres pays, est-ce que sous-jacent, il n'y avait pas aussi des aides ou des filières religieuses? Alors, pour ce qui est des questions de langue, on est dans une Europe qui est encore une Europe qui parle français. Donc, la plupart de ces exilés, s'ils viennent aussi à Paris, hein, je ne l'ai pas dit, enfin, bon, voilà, c'est parce que donc, ils en parlent la langue que c'est évidemment le pays de la Révolution française. Enfin, je n'ai pas parlé des motivations, mais bon, elles sont évidentes. Hein. C'est la Révolution française, c'est le fait qu'il y ait des républicains, des milieux donc, libéraux qui sont accueillants, qui sont prêts à les aider. Il y a également, vous l'avez souligné, pour les Polonais essentiellement, bien sûr, cet accueil par des structures donc religieuses françaises et surtout par tous les catholiques français. Hein. Donc il y a vraiment ce mouvement, bien sûr, de soutien qui est tout à fait important. Alors qu'on va pas trouver tellement dans les autres. Bon, les Allemands n'ont pas forcément, si vous voulez, bénéficié de structures particulièrement d'aide. Hein, bon. Et pour les catholiques, c'est un peu ambivalent aussi, c'est-à-dire que c'est des milieux catholiques, mais pas forcément. Donc, l'Église catholique n'a pas forcément, si vous voulez, participer financièrement, j'allais dire, à ce soutien. Mais il y a effectivement cette importance du soutien à des républiques. Enfin, le soutien à la Pologne ne se comprend pas si on ne comprend pas effectivement le soutien de sororité religieuse hein, qui s'exprime à ce moment-là. Donc là, il y a évidemment un sentiment de très fort qui est apparu dès les années 1830 et qui va rester donc jusqu'à ce que la Pologne renaisse donc, dans l'après-guerre. Et comme vous le soulignez aussi, bien sûr, les milieux catholiques ont été très importants dans la guerre froide aussi pour soutenir les mouvements donc, de protestation contre le gouvernement communiste polonais. Voilà. Donc on a des rejeux, si vous voulez, effectivement, des réseaux qui se réactivent en quelque sorte sur un siècle hein, par rapport à ces questions religieuses. Mais ça joue exclusivement, quasiment que pour les Polonais, un peu pour les Irlandais aussi, on a ce soutien de catholiques. Alors pour la Suisse, je ne vais pas rentrer dans le détail de la Suisse, c'est que donc vous avez des tensions à ce moment-là. C'est pas des tensions tellement entre les langues et les religions, c'est surtout donc des tensions entre le rôle, enfin si c'est des États, enfin c'est-à-dire que les États vont, en quelque sorte, les États catholiques et les États protestants, hein, plus que les langues, hein, c'est pas seulement ça où les attaches, vont s'identifier ou non à l'État fédéral. La mise en place, si vous voulez, d'un État fédéral au-dessus de la politique des cantons. Donc c'est plutôt, si vous voulez, des tensions entre partisans du localisme politique et le fait de mettre en place une structure beaucoup plus large. Et puis, il y a aussi des tensions entre... alors là, ça joue entre les Italiens, les italiophones et puis les Français, c'est-à-dire un peu le monopole des Genevois qui veulent un peu monopoliser donc le pouvoir, et les Italiens, eux, qui sont les Suisses italiens, qui se trouvent eux un peu en étau entre les mouvements politiques qui se passent en Allemagne et puis également en Italie, puisque l'Italie du Nord est en partie autrichienne. Donc voilà, donc ils sont dans une
une situation politique qui est évidemment plus problématique et qui fait qu'il y a énormément, parce qu'évidemment j'ai centré tout sur la France, mais il est évident que le pays par lequel passent la plupart donc, de tous ces exilés, c'est la Suisse. Et que la Suisse se retrouve, les cantons suisses se retrouvent à faire face à des afflux en 48, en 49, énormes de populations qui arrivent de révolutionnaires, qui refluent. Bon, quand on voit bien donc cette situation un peu centrale de ce pays. Donc il y a aussi pas mal de protestations. Que faire de ces exilés? Est-ce qu'on les renvoie? Bon, ils arrivent armés souvent. Il faut voir aussi que c'est voilà, ils arrivent avec leurs armes, avec leurs chevaux. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, voilà. Donc il y a une situation pour la Suisse qui est souvent beaucoup plus difficile d'ailleurs que pour la France, qui est finalement un petit peu en fin de parcours déjà pour ces exilés. Une autre question? Attendez le micro, s'il vous plaît. Est-ce que ces acquis, par exemple, comme la naturalisation, pardon, ces étrangers vont les garder durant le Second Empire? Non. Non, il y a un reflux politique par rapport donc, à ces questions de naturalisation dès 1849. Dès 1849, donc, on a une politique qui est beaucoup moins généreuse à l'égard donc, des étrangers. Donc, non, on a vraiment une période d'un an, là, à peu près. Et ensuite, on a vraiment à nouveau une politique qui est à la fois donc, d'expulsion des étrangers qui troublent l'ordre public. Et puis, donc, on a un resserrement donc, de ce nombre des naturalisations. Donc, c'est plus... Voilà. On n'est plus dans la même période d'ouverture comme a pu l'être. Mais d'ouverture, je vous l'ai dit, paradoxale, puisque au même moment, il y a une forte xénophobie qui se développe. Enfin, bon, c'est peut-être fort de parler de xénophobie, mais enfin, on a quand même des exemples assez nombreux donc, de ces tensions entre ouvriers, mais bon, liées aussi à des difficultés économiques importantes. Une autre question? Donc, il nous reste à vous dire merci beaucoup pour cette conférence. Merci. Merci.